Il y a donc eu un vote assez honteux au Conseil de sécurité de l'ONU la semaine dernière. Tous les membres du Conseil de sécurité, y compris 2 membres non permanents, qui ont exprimé leur soutien à la Palestine et leur prétendue opposition au génocide à Gaza, le Pakistan et l'Algérie, ont voté en faveur de cette mesure, qui autorise une soi-disant force internationale de stabilisation, permettant, en réalité, au plan directeur de se poursuivre. Mais XMOS et la Chine n'ont pas opposé leur veto à la manœuvre. Oui, ils se sont abstenus, ils n'ont pas voté en faveur, mais leur abstention a permis son adoption. Voici donc la logique de la Russie pour s'abstenir, pour ne pas bloquer la mesure, ce qui constitue une violation massive du droit international, une violation des conventions de Genève et une violation de la résolution 242 de l'ONU qui interdit l'occupation de Gaza et de la Cisjordanie. Et vous savez ce que dit la Russie, ce que dit Nevensia, l'ambassadeur russe, est pertinent. Nous avons eu des déclarations sans équivoque, provenant des plus hauts niveaux de la direction israélienne, affirmant qu'il est inacceptable d'établir un État palestinien. Zoom max pour qu'on puisse le voir. Il a dit que les États-Unis n'avaient rien inclus de tout cela dans leur projet, qu'il n'y avait aucune clarté quant au délai pour transférer le contrôle de Gaza à l'autorité palestinienne. Personne ne sait ce que le Conseil de la paix ou la Force internationale de stabilisation ont l'intention de faire, selon le texte de la résolution. Il a ajouté qu'il n'y avait aucune considération pour la position ou l'opinion de Ramallah, c'est-à-dire de l'autorité palestinienne, et que cela renforcerait la séparation de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Cela rappelle les pratiques coloniales sous le mandat britannique pour la Palestine de la Société des Nations, lorsque l'opinion des Palestiniens eux-mêmes n'était pas prise en compte. Oui, exactement. C'est 100% vrai. C'est un cheval de Troie pour une réoccupation coloniale de Gaza, un moyen d'enraciner l'occupation. Et c'est un plan de division et de domination qui va créer plusieurs gouvernements de type seigneur de guerre à Gaza et provoquer une guerre civile. Mais ils ne l'ont pas arrêté. Pourquoi? La Chine ne l'a pas arrêté. Je veux dire, la Chine entretient des liens diplomatiques et technologiques étroits avec Israël. Elle a aussi des liens militaires avec Israël. Elle ne l'a pas arrêté. Leur justification pour s'abstenir était qu'il n'y avait pas d'opposition de la part des États arabes et que l'autorité palestinienne avait essentiellement accepté la force internationale de stabilisation elle-même, même s'il n'y avait aucune clarté sur son rôle et qu'on ne lui avait pas demandé son avis. Oui, donc l'argument pour la Russie et la Chine, c'est qu'elles ne voulaient pas se retrouver seules à opposer leur veto à quelque chose que même les États arabes et l'autorité palestinienne soutenaient. Et puis elles ne voulaient pas non plus être tenues pour responsables si Israël utilisait ensuite l'échec de cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU comme prétexte pour reprendre le bombardement massif de Gaza. Le problème que j'ai avec cet argument, c'est que Israël bombarde Gaza de toute façon et bloque déjà l'aide. Donc, j'imagine que l'argument serait que s'ils avaient opposé leur veto, Israël aurait fait encore pire. Mais Israël bloque déjà l'aide et viole déjà le cessez-le-feu. Donc, je ne pense pas vraiment que cet argument tienne la route. Oui, sur la question de se démarquer. La Russie et la Chine ne voulaient pas se démarquer. Mais pourquoi accorder de la crédibilité aux États du Golfe, qui, on peut le dire, ont trahi la Palestine depuis longtemps, et à l'autorité palestinienne, qui n'a aucune crédibilité auprès de son propre peuple? Je pense simplement que la Russie et la Chine ont estimé que les Palestiniens n'en valaient pas la peine dans ce cas. Elles ont d'autres priorités. La Chine, comme vous l'avez mentionné, a des accords commerciaux avec Israël, et la Russie essaie de négocier un accord de paix
avec les États-Unis au sujet de l'Ukraine. J'imagine qu'elles ont toutes deux considéré que dans cette situation, les Palestiniens et le droit international étaient tout simplement sacrifiables. C'est, je crois, le calcul. Je pense que, d'un point de vue de realpolitik, il est logique que la Russie et la Chine aient dû se replier, car je ne voyais même pas d'opposition de la part de la Turquie. Celle-ci veut faire partie de la force internationale de stabilisation. Elle pense pouvoir empêcher que cela ne se transforme en une force de désarmement du Hamas, ce qui reviendrait à renforcer l'occupation. Et les liens de la Russie avec la Turquie et Ankara sont extrêmement importants, car la Turquie joue le rôle de puissance intermédiaire et négocie au nom de l'Occident. Tous les principaux forums visant à négocier la fin du conflit en Ukraine sont passés par la Turquie. La Chine entretient des liens étroits avec ces pays. Ce sont, je veux dire, de puissants États arabes, disposant de beaucoup d'argent et complètement subordonnés à l'axe sioniste. L'Égypte aussi, une économie très puissante. Cependant, cette résolution viole le droit international et l'ONU existe pour faire respecter le droit international. La Russie a été la plus constante dans l'application du droit international lorsqu'il s'agissait de scénarios géopolitiques importants pour elle. Ainsi, dans ce cas, abandonner le droit international affaiblit le pouvoir d'influence de la Russie. Et en fin de compte, comme Lavrov l'a reconnu, cela causera des dommages à long terme à la région. Je pense que cela restera dans l'histoire, avec l'abstention de la Russie sur la Libye, comme un acte tristement célèbre. Cette abstention sur la résolution de 2011 visant à instaurer une zone d'exclusion aérienne en Libye. Oui, ce qui a finalement conduit à la destruction de la Libye. Et je suis d'accord pour dire que tout comme ce vote, cette abstention de la Russie et de la Chine encouragera davantage l'agression israélienne. Cela renforce Israël. Cela accepte également le cadrage américain selon lequel un État palestinien, l'autodétermination palestinienne, est conditionnelle. Ce n'est pas un droit inhérent des Palestiniens. C'est conditionné au fait que l'autorité palestinienne se réforme suffisamment aux yeux des États-Unis. Il y a là un langage vague qui dit que si l'autorité palestinienne se réforme suffisamment conformément aux précédentes exigences de Trump, alors peut-être qu'un jour, éventuellement, les Palestiniens seront sur la voie de la création d'un État, ce qui est une déclaration complètement différente et dénuée de sens. Cela revient à dire aux Palestiniens, vous n'avez pas le droit à l'autodétermination. Et dans la mesure où vous l'avez, cela dépend entièrement de la perception des États-Unis quant à savoir si votre direction s'est suffisamment compromise. C'est essentiellement ce que dit la résolution. Et la Chine et la Russie, en ne mettant pas leur veto, confirment cette position, que les Palestiniens n'ont en réalité pas le droit à l'autodétermination. Même si elles ont affirmé dans leurs objections que les Palestiniens y ont droit, en ne s'y opposant pas, elles laissent prévaloir ce point de vue colonial américano-israélien. Je pense que c'est une trahison immense. Eh bien, le plan directeur va maintenant se poursuivre, et il semble que le cessez-le-feu soit terminé. Israël tue des civils chaque jour. Ils visent également des membres du Hamas sans aucun égard. Ils ont déplacé la ligne de contrôle vers l'ouest, ce qui signifie qu'ils exproprient et usurpent davantage de territoire. Et ce n'est qu'une question de temps avant, je pense, que le Hamas réagisse. Pendant ce temps, Israël continue de bombarder le sud du Liban. Ils ont attaqué le camp de réfugiés palestiniens d'Ain el-Hilweh, au Liban, et frappé un centre communautaire, tuant de nombreux civils. Donc la guerre n'est pas terminée. Je pense que nous ne sommes que dans un interrègne très sanglant entre deux guerres. Israël n'a pas atteint ses objectifs en Iran, et il n'a pas réussi à déloger le Hezbollah. Il n'a pas désarmé le Hamas,
Il n'a pas désarmé le Hezbollah. Netanyahou n'a pas réussi à nous faire taire. Et nous sommes le 8e front de cette guerre. Donc la guerre continue.